Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Théo de la chaîne LAMTV. Et moi, c'est Chloé. Aujourd'hui, on parle des tensions chez Decathlon CMA-CGM et de l'avenir de Mathieu Van Der Poel. Alors, restez avec LAMTV, c'est parti. À quelques jours seulement du départ officiel du Tour de France, ce qui retient le plus mon attention n'est pas tant l'état de forme des favoris que les débats apparus au sein même de Decathlon CMA-CGM. Selon les informations de l'équipe, la finalisation de la sélection pour le Tour ne s'est pas déroulée aussi sereinement que prévu. Sans parler de véritable crise, cette situation montre néanmoins que l'équipe a dû peser soigneusement chaque option avant de prendre sa décision définitive. Le nom qui revient le plus souvent dans cette affaire est celui de Paul Sexa. Cette édition du Tour de France marquera la toute première participation du jeune Français à la plus prestigieuse course cycliste du monde. Au vu de ses performances depuis le début de la saison, sa sélection apparaît tout à fait logique. Pourtant, sa préparation n'a pas été idéale. Début juin, Paul Sexa a été victime d'une chute lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et a dû abandonner l'épreuve. Même s'il a réussi à récupérer à temps pour prendre le départ du Tour de France, il est évident que cette blessure a perturbé son programme d'entraînement. Sur une course de 3 semaines disputée à une intensité aussi élevée, personne ne peut affirmer avec certitude qu'une chute ne laisse aucune conséquence, que ce soit sur le plan physique ou psychologique. À mes yeux, il faudra donc attendre les premiers jours de course pour évaluer réellement son niveau. Si cette blessure constitue un premier défi, la composition de l'équipe en représente un autre. Toujours selon l'équipe, Decathlon CMA-CGM avait établi son plan de sélection depuis environ un mois. Pourtant, à quelques jours de l'annonce officielle, la formation a finalement décidé d'intégrer Olav Kooij à son effectif. Ce changement de dernière minute aurait suscité plusieurs interrogations en interne, y compris chez Paul Sexa. Je trouve cette situation particulièrement intéressante sur le plan tactique. Lorsqu'une équipe vise un bon classement général, elle privilégie généralement des équipiers capables d'épauler leur leader durant les 3 semaines de compétition. Leur rôle consiste à le protéger du vent, contrôler le rythme du peloton, le placer dans les meilleures positions et surtout l'accompagner dans les étapes de montagne décisives. En choisissant d'emmener Olav Kooij sur le Tour de France, Decathlon CMA-CGM semble toutefois poursuivre un second objectif, décrocher une victoire d'étape au sprint. Si le Néerlandais atteint cet objectif, l'équipe pourrait rapidement obtenir un résultat marquant et réduire la pression reposant exclusivement sur les épaules de Paul Sexa. Cette stratégie n'a rien de nouveau dans le cyclisme professionnel, mais elle implique toujours certains compromis dans la composition de l'effectif. C'est précisément pour cette raison que je comprends les débats suscités par cette décision. Emmener un sprinter signifie également mobiliser plusieurs équipiers chargés de préparer les arrivées massives, ce qui réduit inévitablement le nombre de coureurs entièrement dédiés au soutien de Paul Sexa dans la lutte pour le classement général. Beaucoup estiment qu'il s'agit d'un pari relativement audacieux, surtout lorsqu'une équipe mise autant sur un jeune talent promis à un bel avenir. D'après les informations rapportées par l'équipe, Paul Sexa lui-même ne s'attendait visiblement pas à voir Olav Kooij figurer dans la sélection finale. Plus surprenant encore, Sisbol a également été retenu afin d'épauler le sprinter néerlandais. Cela montre que la composition définitive de l'équipe s'est révélée sensiblement différente de ce que beaucoup imaginaient, y compris peut-être Paul Sexa. À l'inverse, plusieurs observateurs estiment que Stéphane Bissegger ou Gregor Mühlberger auraient constitué des choix plus cohérents si la priorité absolue avait été de soutenir les ambitions de Paul Sexa au classement général. Stéphane Bissegger est un excellent spécialiste du contre-la-montre, capable de faire la différence sur les parcours exigeant une grande puissance individuelle. Gregor Mühlberger, de son côté, est un coureur particulièrement polyvalent, en mesure d'aider son leader sur des terrains très variés. Dans une optique exclusivement tournée vers le classement général, ces deux profils présentaient des arguments solides. Le cas de Gregor Mühlberger est probablement celui qui me laisse le plus de regrets. Une semaine seulement avant l'annonce officielle de la sélection, il effectuait encore un stage en altitude dans les Alpes avec Paul Sexa, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prodhomme et Mathieu Rexitello. Tout indiquait qu'il préparait sérieusement le Tour de France et qu'il pensait légitimement faire partie de l'équipe finale. L'ancien coureur de Movistar Team a d'ailleurs reconnu avoir été profondément déçu. Après avoir consacré plusieurs semaines à préparer exclusivement cet objectif, il a finalement appris qu'il ne serait pas retenu. À mon sens, ce sentiment est parfaitement compréhensible pour n'importe quel sportif de haut niveau. Cela étant dit, je pense qu'il convient également de rester prudent dans l'interprétation des faits. Les informations publiées par l'équipe montrent surtout qu'il y a eu des hésitations et plusieurs ajustements lors de la sélection finale. En revanche, rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que Paul Sexa est en désaccord avec le staff technique ou qu'il désapprouve les choix de Decathlon CMA-CGM. Ce sont deux questions bien distinctes qu'il ne faut pas confondre. Au final, je pense que seul le déroulement du Tour de France permettra de juger cette décision. Si Olav Kooij remporte une étape tout en permettant à Paul Sexa de signer un excellent classement général, la stratégie de Decathlon CMA-CGM sera considérée comme pleinement justifiée. En revanche, si aucun de ces deux objectifs n'est atteint, la composition de l'équipe fera sans aucun doute l'objet de nouvelles analyses et de nombreuses critiques. Dans le sport de très haut niveau, ce sont toujours les résultats obtenus sur la route qui constituent le jugement le plus convaincant de toutes les décisions prises avant le départ.
Il y a un point qui m'a particulièrement fait réfléchir en lisant les dernières déclarations de Mathieu Van Der Poel. Ce n'est ni le fait qu'il s'apprête à disputer son 6e Tour de France, ni les nombreux succès qu'il a déjà accumulés au cours de sa carrière, mais plutôt qu'il commence désormais à évoquer la fin de celle-ci. Pour un coureur qui figure encore parmi les meilleurs du monde, parler aussi ouvertement de la possibilité de prendre sa retraite est assez surprenant. À mes yeux, cela ne signifie pas que Mathieu Van Der Poel ait perdu sa passion pour la compétition. Au contraire, j'ai le sentiment qu'il porte aujourd'hui un regard plus mature sur sa carrière. Il sait que toute aventure a une fin et que l'essentiel est de pouvoir choisir lui-même le moment où il tournera à page. D'après ses propres déclarations, son contrat actuel avec Alpecin Premier Tech arrivera à son terme à fin de la saison 2028. C'est également l'échéance qu'il considère comme un moment idéal pour mettre un terme à sa carrière professionnelle. Ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il ne présente pas cette perspective comme une certitude. Mathieu Van Der Poel laisse clairement la porte ouverte à une prolongation si, d'ici là, il conserve son niveau de performance et, surtout, s'il continue à prendre du plaisir dans la vie de coureur professionnel. Je trouve cette façon de voir les choses particulièrement réaliste. Dans le sport de haut niveau, 2 années représentent une période suffisamment longue pour que beaucoup de choses évoluent. Une blessure, une saison exceptionnelle ou tout simplement l'envie de poursuivre de nouveaux défis peuvent modifier les projets d'un athlète. Le fait que Mathieu Van Der Poel refuse de fermer définitivement la porte à son avenir montre qu'il aborde cette question avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Lorsque l'on regarde tout ce qu'il a déjà accompli, il est facile de comprendre pourquoi il considère l'âge de 33 ans comme un moment propice pour réfléchir à une retraite. Peu de coureurs possèdent un palmarès aussi complet que le sien. 3 victoires sur Paris-Roubaix, 3 succès sur le Tour des Flandres, 8 titres de champion du monde en VTT ainsi qu'une multitude d'autres grandes victoires suffisent largement à inscrire Mathieu Van Der Poel parmi les plus grands coureurs de sa génération. Le jour où il décidera de mettre un terme à sa carrière, il pourra le faire avec une immense fierté. Ce qui m'a toujours fasciné chez Mathieu Van Der Poel, c'est qu'il n'a jamais été destiné à devenir un prétendant au classement général du Tour de France. Ses plus grandes qualités s'expriment dans les classiques et les courses d'un jour, où sa puissance explosive, son sens de l'attaque au bon moment et sa capacité à évoluer sur des terrains très variés font toute la différence. Le Tour de France représente, lui, un défi totalement différent. 3 semaines de compétition exigent une endurance exceptionnelle, une récupération quotidienne irréprochable et une gestion tactique de très longue haleine. Ce sont finalement 2 formes de compétition presque opposées. C'est pourquoi je n'ai jamais évalué la valeur de Mathieu Van Der Poel uniquement à travers ses résultats sur le Tour de France. Certes, il a remporté une étape dès sa première participation en 2021 et porté le maillot jaune pendant 6 jours. Il a ensuite ajouté une nouvelle victoire d'étape et retrouvé le maillot jaune durant 4 jours en 2025. Pourtant, son véritable objectif n'a jamais été de remporter le classement général. Son rôle sur le Tour de France a toujours été très différent de celui des candidats à la victoire finale. Un autre aspect qui a retenu mon attention est son ambition de décrocher une médaille d'or olympique avant de prendre sa retraite. Cela montre que, malgré un palmarès déjà exceptionnel, Mathieu Van Der Poel considère qu'il lui reste encore un grand défi à relever. C'est une attitude que l'on retrouve souvent chez les véritables champions. Ils ne cherchent pas seulement à accumuler des titres, mais souhaitent avant tout accomplir les objectifs qui leur échappent encore. C'est d'ailleurs en raison de cette priorité olympique qu'il envisage même de ne pas participer au Tour de France en 2028. Selon son programme, une fois la saison des classiques terminée, toute son attention serait consacrée au VTT afin de préparer les Jeux olympiques dans les meilleures conditions possibles. En découvrant cette déclaration, j'ai trouvé cette décision à la fois audacieuse et parfaitement logique. Le Tour de France exige énormément d'énergie et de récupération. Si l'objectif principal est de conquérir l'or olympique, renoncer à une édition du Tour afin d'optimiser sa préparation est un choix qui se comprend parfaitement. Je pense malgré tout que cette éventuelle absence laisserait un sentiment de frustration chez de nombreux supporters. Le Tour de France demeure la plus grande scène du cyclisme mondial et l'absence d'un coureur comme Mathieu Van Der Poel créerait forcément un vide important. Mais, à l'inverse, aucun athlète ne peut poursuivre tous les objectifs simultanément. Savoir choisir la priorité absolue est parfois la décision la plus difficile à prendre. Une autre déclaration de Mathieu Van Der Poel m'a également beaucoup parlé lorsqu'il a expliqué entretenir une relation faite d'amour et de haine avec le Tour de France. Je trouve cette formule particulièrement sincère. Le Tour offre une visibilité incomparable, une immense couverture médiatique et des moments que tous les coureurs rêvent de vivre. Mais il s'agit également de l'épreuve la plus éprouvante de la saison, où la pression, la fatigue et le risque de chute accompagnent les coureurs du premier jusqu'au dernier jour. Ce que j'apprécie le plus, c'est l'évolution de son état d'esprit au fil des années. Plus jeune, Mathieu Van Der Poel voulait marquer chaque occasion qui se présentait. Aujourd'hui, il accepte qu'au cours d'une course de 3 semaines, certaines journées ne soient tout simplement pas les siennes. À mes yeux, il ne s'agit pas d'une forme de résignation, mais bien du signe d'un coureur expérimenté, capable de gérer ses efforts et d'accepter le rôle qui lui revient selon les circonstances. Lorsque je compare le Mathieu Van Der Poel de ses débuts à celui d'aujourd'hui, je ne vois pas un coureur moins combatif. Ce qui a véritablement changé, c'est sa manière d'aborder la compétition. Autrefois,
il semblait vouloir faire la différence à chacune de ses apparitions. Désormais, il choisit davantage les moments où il peut réellement briller et n'éprouve plus le besoin d'être constamment sous les projecteurs. Il accepte aussi que certaines étapes consistent simplement à remplir sa mission. À mon avis, cette évolution lui permet aujourd'hui d'apprécier le Tour de France bien davantage qu'auparavant. En définitive, après avoir lu l'ensemble de ces déclarations, je n'ai absolument pas le sentiment que Mathieu Van Der Poel prépare son départ parce qu'il manquera de motivation. Au contraire, j'y vois un champion qui organise avec lucidité la dernière partie de sa carrière. Il nourrit encore le rêve olympique, continue de vouer un immense respect au Tour de France et laisse la possibilité de poursuivre sa carrière si la passion et les capacités physiques sont toujours au rendez-vous. Quelle que soit la décision qu'il prendra en 2028, tout ce qu'il a apporté au cyclisme sur route, au classique et au VTT suffit déjà à confirmer sa place parmi les coureurs les plus complets et les plus talentueux de sa génération. Selon vous, la décision de Decathlon CMA-CGM influencera-t-elle le Tour de France? Et Mathieu Van Der Poel prendra-t-il vraiment sa retraite en 2028? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Moi, c'est Théo. Et moi, c'est Chloé. Merci à tous d'avoir suivi LAM TV. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.